Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïse Silla, Tamba Milimouno, Roby, Mafoudia Bangoura, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous, merci de nous rejoindre au grand comptoir de l'actualité. Tous les matins, ça se passe de cette façon sur Espace, dans cette émission Les Grandes Gueules. Vous nous écoutez à la radio, à l'AB et dans la périphérie sur 99.7 en modulation de fréquence. Et la même fréquence du côté de Bokeh et dans le Kakandé, la même fréquence également en Guinée forestière. Vous nous écoutez également sur notre antenne régionale à Kankan sur 99.7 du côté de Kindia, du côté de Farana et dans tout le Sankara, c'est plutôt Kanyazik, plutôt Bambou FM donc, qui relaie cette émission. Vous avez 4 possibilités à votre disposition pour interagir à nos sujets dans cette émission. GG au 8037 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info sur hashtag espace GG. Et un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. À la une, ça frise l'agacement, voire la rupture des nerfs pour une catégorie de malades de Covid-19 au CTP de Donka, hospitalisés dans ce centre de traitement au meilleur des cas depuis près de mois. Ils n'en peuvent plus d'enchaîner les prélèvements sans succès avec le risque de se réinfecter sur place. Dans le même temps, flotte comme un parfum de débrayage d'une partie du corps médical intervenant dans le cadre donc de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Une cessation de travail, si rien n'est fait, est en vue dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qui fâche ces patients qui connaissent un séjour prolongé au CTP de Donka? Que fait le gouvernement ou l'ANSS pour éviter une cessation de travail du corps médical intervenant à Donka dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Vous entendrez dans cette émission un patient qui a requis l'anonymat et à sa suite, on attendra donc un responsable de l'ANSS si tout va bien. Tragiques événements de Zérékoré survenus en marge du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier, alors qu'une quarantaine de partisans du FNDC, donc de ces partisans, croupissent en prison à Kankan et attendent d'être jugés. Le procureur Yaya Kairaba-Kaba accuse le FNDC d'avoir conçu, planifié et perpétré ces affrontements à caractère communautaire qui ont entraîné, l'a-t-il dit, la mort de 30 personnes. L'a-t-il dit donc en début de semaine devant la presse. Le procureur Kairaba-Kaba qui croit même savoir que des rebelles, des mercenaires venus du Libéria à la solde de l'antenne FNDC de Zérékoré ont pris part à ces affrontements sanglants. Une présentation des faits qui a le don pour le moins d'effaroucher. Qu'en pense le Conseil supérieur de la diaspora forestière? Vous entendrez son porte-parole depuis l'Ohio aux États-Unis en la personne de M. Pepe Moriba Balamo. Et cette question, y a-t-il eu un mouvement de fond impliquant des cadres du ministère des Travaux publics d'une valeur de 26 milliards de francs guinéens sur un compte domicilié à la SGBG? Depuis hier, un courrier imputé au vérificateur général à cet effet circule sur la toile et dans des médias en ligne. Quelle est l'authenticité du dit courrier? Émane-t-il du vérificateur général? Vous l'entendrez, M. Aliou Diallo, donc vérificateur général, il prendra la parole dans la deuxième partie de cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe Mohamed. Bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bassekou, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour Aboubacar. Bienvenue. On se tresse à Donka, à ce qui se passe à Donka. Donc, Covid-19 vers une cessation du travail du corps médical. Alors là, je ne le souhaite pas du tout. Je prie Dieu vraiment que nos autorités se réveillent pour trouver rapidement une solution à cette situation. Vous savez qu'il y a eu un courrier la semaine dernière, ou plutôt en début de semaine d'ailleurs, encore nos collègues en parlaient, notamment Zachary, Tamba Milemono, parlait de ces revendications qui ont été portées à l'attention du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des revendications articulées autour de 10 points. Je les rappelle juste subrepticement. Il réclamait une amélioration de l'organisation du CTE. On en a suffisamment parlé ici, c'est qu'on rappelle. La réduction
de la charge de travail. Ils voulaient simplement, et ça c'est normal, par exemple, qu'on limite le champ d'opération de chaque médecin juste à 10 patients. Nous qui avions été là-bas, on sait, parfois à 22h, 23h, ils sont encore dans une tournée qui a commencé vers 20h. On les voyait arriver totalement exténués. Vous vous rappelez cette fois là où on m'a arrosé le visage de sueur, parce que les scaphandres là qu'ils portent, mon Dieu, c'est chaud là-dedans. Nous, on en sait quelque chose. Alors, quand ils bougent, c'est des litres de sueur qui coulent. Alors, quand quelqu'un est dans cela pendant 3 heures, 4 heures, il est debout, c'est quand même assez compliqué. Ils ont demandé cela. Donc, les équipes soient renforcées. Ils ont demandé également de trouver suffisamment d'équipements de protection individuelle. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, dans un quand lieu même. où la moindre fuite d'air peut contaminer l'agent de santé Quand lui-même. même, ce sont des soldats contre cette pandémie. Ils sont sur le front de guerre, Mohamed. Ils doivent être suffisamment protégés. Aboubacar, j'ai dit une chose. Lorsque nos propres soldats vont en guerre, leur salaire est mis de côté. Ils reçoivent des primes spécifiquement pour ça. Ouais, effectivement. C'est presque l'argent du sang du soldat. Ouais. Ces primes-là, il faut qu'on comprenne que c'est une petite compensation, mais à leur vie. Parce qu'à tout moment, je remercie Dieu. Dans les autres pays, vous avez vu comment il y a eu l'hécatombe au sein du corps médical. Ouais. Je vous ai dit la dernière fois qu'à mon avis, le seul point positif, la seule leçon positive qu'on a tirée de l'épidémie d'Ebola, c'est cette histoire de protection. Parce qu'on a l'impression quand même que ça a été assimilé. Voilà. Et puis, il y a la question également de la formation justement des agents qui sont recrutés avant leur engagement. Avant de les déployer sur le terrain. C'est le minimum. C'est le minimum, ouais. Ensuite, il y a la question des circuits. Et notamment entre patients et corps médical, parce que parfois il n'y a pas de distinction, notamment entre le personnel par exemple d'entretien, les hygiénistes, les médecins. Il y avait tout ce problème et ils en avaient peur. Il y a aussi, ils ont demandé d'assurer la sécurité du personnel et les malades. Ils ont parlé de pallier à la rupture réitérée des médicaments. Vous savez, nous l'avons constaté dès notre arrivée, alors qu'il n'y avait pas encore 100 malades quand nous sommes arrivés là-bas. Ouais. Il y avait des ruptures. Moi-même, je l'ai enregistré, ce cas-là. Il y a, et ça continue, c'est ce qu'on nous dit. Ah mais ça continue. Oui, il y a encore des ruptures de médicaments. Si vous avez fait attention, au moment où nous partions, au début, il y avait de l'hydroxychloroquine phosphatée. Mais à un moment donné, vous aviez de la chloroquine phosphatée. C'est vrai que la molécule, elle est là, mais vous avez dû faire cette différence à un moment donné. Même la première vague d'azithromycine, plus tard, c'était toujours de l'azithromycine, la molécule, mais vous avez vu que c'était même plus le même fournisseur, le même nom, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a cette rupture de temps en temps et les malades s'en plaignent. Je me suis ravitaillé chez vous une fois, rappelez-vous. Voilà. Donc il y a ce problème, cette rupture parfois des médicaments. Il faut améliorer également la restauration, ils l'ont dit. Je pense quand même que c'est une question qui est résolue. Ouais, c'est une question qui semble être résolue. Tous les malades le disent quasiment. Ouais. Et puis, les primes. Ils ont demandé d'améliorer les primes. C'est là où ça achoppe. Pour passer à 400 000 francs le jour. Les médecins, par jour. Les biologistes, donc dans les laboratoires et tout, à 400 000 francs également. Les infirmiers à 300 000 jours. Les techniciens de laboratoire à 300 000 jours. Les hygiénistes à 200 000 jours. Les chauffeurs, lavandiers et vigiles à 150 000 francs jour. La semaine dernière, je suis revenu sur cette question. Là, il y a une pierre d'achoppement. La primature a travaillé là-dessus, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas y répondre en dehors du plan global de riposte. Justement. Et le problème est que la deuxième phase de ce plan n'est toujours pas encore enclenchée parce que les départements ministériels avaient mis énormément de temps à répondre aux courriers. Une quinzaine de départements. Seul au départ, il y avait comment ça s'appelle la BCRG. Il faut traiter ces questions au cas par cas parce qu'on parle de ceux qui sont sur le front de guerre. C'est mon avis. Il faut traiter leurs revendications autrement. C'est mon avis. Ouais. Alors, si vous voyez ce qui est projeté en ce moment, ça c'est la situation de, comment on appelle ça? C'est la situation actuelle. C'est le taux notamment qui est payé actuellement au corps médical. Au corps médical en fait. Aux agents de riposte sur le terrain, je préfère les appeler ainsi. Les médecins donc de prise en charge, vous le voyez, sont payés à 200 000, les infirmiers à 100 000, les hygiénistes et personnels d'entretien à 60 000. Pour les laboratoires, donc vous avez les médecins et biologistes hiérarchie A à 200 000, hiérarchie B à 100 000. Vous avez également les agents opérationnels de terrain, d'accord, donc dont les agents de suivi des contacts et investigation. Alors ceux-ci, je ne sais pas exactement qui sont, mais à mon avis, les agents de suivi de contact, si ces gens-là sont mal payés,
c'est toute la population, à mon avis, qui en prend un coup. Les médecins et laboratoires, encore, que c'est les malades directement. Mais le mécanisme de suivi, de contact, il n'est pas bien huilé. Il n'est pas bien huilé. C'est ton problème. Je ne sais pas, vous, lorsque, pour votre cas, lorsque vous avez été admis à l'hôpital, si on vous avait demandé la liste exhaustive de vos contacts mais alors, les 14 derniers jours. Parce que moi, on ne me l'a jamais demandé. Mais pas du tout. Moi, on ne me l'a jamais demandé. Ça ne fonctionne pas bien. Moi, vous avez ces cas confirmés qui montent à bord des taxis, donc avant d'arriver à Donka, qui infectent d'autres citoyens. Non, mais et ceux qui quittent vous Conakry, vendez à qui Donka, se retrouvent à Seguiri, qui se retrouvent à Labé et autres. On vous a parlé du cas de ce militaire, de ce homme en uniforme jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'à Labé. Voilà. Alors, je vous ai dit, le cas de ma propre épouse, depuis le 6 avril, elle a été dépistée. Jamais elle n'a eu ses résultats. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Elle est retournée 2 jours après ma sortie non, d'hôpital. On parle des résultats des tests tout à l'heure parce que ils font des prélèvements et après, derrière, c'est pour dire on a perdu les prélèvements. Alors, hier, donc, je termine avec cette situation parce que ce que vous dégagez là, exactement, c'est l'autre problème avec les patients. Et on va appeler quelqu'un là-bas tout à l'heure. Effectivement. Et c'est ces pertes de résultats. Parce que les laboratoires sont formels, les résultats des échantillons ne mettent pas 48 heures dans leurs locaux. Tous les laboratoires. Mais il l'a dit plusieurs fois. Mais à quel niveau ça traîne? Pour que les gens n'entrent en possession de leurs résultats que plusieurs jours après. Vous vous rappelez, nous-mêmes, notre premier prélèvement, on a mis combien de jours? 4-5 jours avant de les recevoir. Donc, il y a ce problème. Dans notre cas spécifique, vous vous rappelez, et je ne vais pas quand même raconter cette scène burlesque ici, mais vous savez que moi, j'ai dû me mettre quasiment en fronde là-bas pour qu'on puisse avoir nos résultats à un moment donné. Vous vous rappelez de ma dernière journée, comment ça s'est passé? Et puis les autres patients ont dit non, lui n'est pas guéri, mais on te laisse rentrer parce que tu vas être source de problème. Et toute la bande, on a été libérés. Bon, mais honnêtement, c'est vrai, nos résultats étaient quand même disponibles. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a ces taux fixés par l'ANSS. Mais lorsque nous avons contacté la primature, il nous avait été dit eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais reçu ce document. Lorsque vous regardez en bas de ce document, il est signé quand même par Dr Bouna Yatasai. Il est quand même signé par Dr Bouna Yatasai. Et ce qu'on apprend au niveau du département également, c'est que, voilà, Dr Bouna Yatasai a procédé donc à un recrutement massif de personnel. À l'époque où Dr Sakoba, d'agents, à l'époque où Dr Sakoba était malade. Vous savez, l'annonce de la maladie de Dr Sakoba et l'annonce de sa libération, c'était une période assez réduite. Mais la vérité est qu'il était malade depuis plus longtemps. Je crois qu'ils ne l'ont pas annoncé très tôt. Et après, il a quand même mis une petite période de convalescence à la maison. Mais le problème, il est là aujourd'hui. Il y a actuellement une médiation au niveau du département entre les deux parce que Dr Sakoba, d'après ce que nous apprenons, ne veut pas prendre ce document en charge. Il ne veut pas l'exécuter. Parce qu'il ne sait pas dans quelles conditions ces recrutements ont eu lieu. Surtout que ces médecins. Non, mais il ne peut pas se déresponsabiliser comme ça. C'est une institution, la oui, NSS. mais allons pas à pas. C'est un acte qui a été posé par son adjoint au moment où il était contaminé. Il peut au pas... moment où l'autre assure quand même l'intérim. Maintenant, la question est de savoir est-ce que dans leur propre statut, est-ce que l'intérimaire a tous les pleins pouvoirs du titulaire? C'est l'autre question. Mais parce pourquoi que pas? Généralement, les pouvoirs aussi de l'intérimaire sont quand même un peu réduits. Parfois, il faut quand même se concerter. Là où il y a le problème, c'est que ces agents n'ont pas apparemment de contrat aujourd'hui avec la ANSS. C'est dommage. C'est ça le gros problème. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, je veux dire, écrit. Il n'y a pas de convention écrite avec ces gens non plus. Donc, au niveau du gouvernement, c'est comment quand même régler une situation lorsque eux-mêmes n'ont pas la maîtrise des effectifs. Donc, ils en ont peur. Et aujourd'hui, vous avez suivi la réponse de Dr Sakoba en réunion, notamment la semaine dernière, vendredi. Il leur dit carrément qu'il y a quand même 3000 jeunes qui sont en attente. Et il est prêt, il y a au moins 700 demandes. Donc, si les gens ne veulent pas travailler, lui, il serait prêt à s'en débarrasser. Je pense... C'est pas la meilleure réponse. Vous avez vu la réponse également de Dr Awada quand même, qui estime que c'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire pour la nation. Mais écoutez, ce sacrifice-là, si ça doit les exposer à la mort, mais ça a un prix. C'est un prix. Parce que c'est au prix de leur vie. Vous avez vu Dr Sakoba à l'intérieur d'une cabine là-bas? Mais jamais. Vous l'avez vu durant tout votre séjour? Jamais. Alors voilà, donc vous ne l'avez jamais vu. Alors ceux qui vont dans les cabines, qui font ce boulot, sincèrement, très honnêtement, il faut quand même penser à régler. Et c'est là où je dis à la primature, personnellement, je pense qu'il doit faire des efforts. Effectivement. Parce que la solution qu'ils sont en train d'envisager n'est pas la bonne. Aller doubler simplement les salaires de ces travailleurs-là, sur une période de 3 mois, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne approche. Nous, on a des gens là-bas qui n'ont pas encore de situation à la fonction publique. Attention. Bien, qu'est-ce qui va en advenir de leur cas? Parce qu'ils ne sont pas
officiellement leur cas n'est pas encore régularisé à la fonction publique. Comment on va doubler leur salaire? Merci Mohamed. Allez-y Antoine. On le dit souvent que chez nous, on est dans un pays de paradoxes. Généralement, ce qui est normal ailleurs, chez nous, est anormal. De telles situations, pour moi, ne devraient pas susciter autant de polémiques, surtout que ceux qui travaillent, ce sont des sacrifices qu'ils consentent. On se souvient tous qu'à l'approche des élections législatives et référendaires, les soldats, l'armée a bénéficié tout de même d'une augmentation à hauteur de 20% sur les salaires. Hein? Ça, c'était pourquoi? Parce qu'on devait les envoyer en guerre, entre guillemets, contre ceux qui s'opposaient à cette constitution. Donc, pour les encourager, pour les inciter à mieux faire leur travail, on leur a octroyé des primes d'encouragement. Alors, dans le cas des médecins, qui pour moi est plus important que ce dans quoi l'armée s'est impliquée, on aurait dû faire en sorte, en fermant les yeux, donner ce que demandent ces médecins, parce que nous savons ce qu'ils abattent. Ils ne demandent pas le Pérou quand même. Je prends juste un exemple. Pour le CTP de Nongo, qui est le premier du pays. Dans ce CTP récemment, il y a eu une grogne du personnel médical, du personnel soignant, qui revendiquait le paiement de ces primes, parce que c'est journalier. Mais le constat qui a été fait, c'est quoi? Ça a accusé un retard de 8 jours. Les travailleurs ont demandé à ce que ça leur soit payé. C'est après qu'ils aient mis de la pression qu'on les a appelés pour aller prendre leurs primes ou en ville, au lieu que le paiement se fasse dans l'enceinte du centre. Ils ont été contraints d'abandonner les malades pour aller récupérer leurs primes en ville. En cours de route, on appelle quelques-uns parmi eux pour leur dire qu'ils ne percevront pas la totalité des montants, c'est la moitié qui leur a été payée. En lieu et place des 6 millions de francs guinéens, parce que la plupart percevaient 200 000 jours, on leur a payé 3 millions de francs guinéens. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais on les soumet à de la mendicité. Ça a découragé quelques-uns qui avaient déjà planifié des choses par rapport à cet argent-là. Ça les a découragés dans l'exécution de leur travail. Donc ça veut dire que à l'ANSS, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui travaillent à l'ANSS sont de gros patrons, parce que là-bas, quand vous y êtes, il n'y a pas de problème d'argent. Mais non, mais c'est que quand même, c'est qu'il y a urgence ce matin, on essaie d'interpeller au niveau de l'ANSS, mais personne ne veut se prononcer. Ils ne répondront pas. C'est silence radio. Mais docteur Sakoba, je constate qu'il a totalement changé. Il est devenu fermé aux médias, c'est pas possible. Il n'y a pas de dégâts. Il est à la tête d'une agence nationale qui gère une pandémie. Il doit rendre compte, mais à tout moment. Mais on l'interpelle, son adjoint, personne ne veut parler. Mais s'ils ne peuvent pas, qu'ils dégagent. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ils ne peuvent pas rester fermés aux médias. C'est pas possible. J'ai cité le cas Nongo tout à l'heure, où je vous dis que des membres du personnel, soignant, ont touché la moitié de leurs primes parce que des personnes les ont détournées pour d'autres fins. Pour le cas de Donka, qui est le plus grand centre actuel du pays, il faut dire qu'il y a des médecins de ce côté qui, au quotidien, mais ne dorment pas. C'est vrai qu'ils se relaient au quotidien, mais on constate que ces médecins qui sont ce personnel soignant, tous les jours est aux côtés des malades, et fait en sorte de s'acquitter de son devoir. Mais le constat qui est fait, c'est quoi, Bakar? C'est qu'à l'interne, il y a une sorte de mépris à leur endroit. Il y a une sorte d'indifférence de l'ANSS à leur endroit. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que parmi eux, quelques-uns ont des contrats avec la Alima, qui est l'ONG qui s'occupe un peu d'un pan de ce traitement à Covid-19. De l'autre, du côté de Donka, oui. De l'autre, certains du personnel soignant se sont engagés avec l'ANSS, mais sans contrat écrit. C'est verbal. Donc il se trouve que lorsqu'ils apprennent le traitement qui est accordé à leurs amis avec Alima, ça fait des jaloux. Ça fait des frustrations. Il y a une différence de traitement entre ce que donne Alima à ce personnel soignant et ce que donne l'ANSS à l'autre groupe. Ça fait que lorsque vous travaillez, vous faites le même boulot, ou vous abattez un boulot plus énorme que d'autres, mais ils ont des montants plus élevés que ils sont mieux traités, mieux servis que vous. Donc ça fait que ça crée des frustrations. Il est important que l'ANSS, comme vous l'avez dit, se prononce pour nous dire clairement ce qu'il y en a. C'est le minimum qu'on puisse leur demander. Parce que l'argent... Ils doivent expliquer comment ça fonctionne. Et parce que la Guinée court aujourd'hui le risque de cette cessation de travail d'une importante partie des intervenants, de ces agents. Et on ne peut pas se permettre, Mohamed. On ne peut pas se permettre. Il faut régler cette situation avant la semaine prochaine. Beaucoup plus nombreux. Rappelez-vous, à l'époque où nous on se battait là-bas pour changer les draps, pour le nettoyage des cabines et ainsi de suite, le personnel était assez réduit. Effectivement. Et c'est en ce moment que Bounaya Tassai
s'est engagé avec notamment l'ANSS. Ils ont recruté massivement. Et vous vous rappelez, on avait tous senti à un moment donné ce soulagement-là. Mais après 2 semaines, pratiquement, les agents, je ne sais pas si vous en avez reçu, mais moi j'en ai reçu plusieurs, qui venaient se confier à nous, qui nous disaient, vous savez qu'on n'a pas de contrat. C'est dommage. Jusqu'à présent, on ne nous paye pas. C'est dommage. Et c'est en ce moment qu'ils nous disaient, on ne nous promet que 60 000 francs jours, mais on n'a rien. Donc au même moment, ce que vous dites est vrai, les autres recrutés par Alima, effectivement, touchaient quand même des montants plus importants. plus honorables. C'est dommage. Pour des raisons, cela crée de la frustration. J'estime qu'il est important qu'on ait de la considération pour nos soldats sur le terrain, connaissant le boulot qu'ils abattent. Lorsque nous dormons chez nous et que parfois nous les critiquons, il faut qu'on reconnaisse tout de même que sur le terrain, ces personnes donnent de leur vie. Mais ces personnes, nous sommes quelques exemples quand même, des exemples vivants quand même du travail de ces médecins. C'est quand même, c'est sans commentaire. C'est terrible. C'est sans commentaire. Moi j'estime. Il a fallu qu'il soit là. Il a fallu qu'il soit là pour nous. Oui. Ils étaient un nombre très réduit. Hein. C'est dommage, franchement, c'est dommage. On sait le volume de boulot qu'ils abattent sur l'hôtel parce que pour avoir quand même vécu 2 semaines à Donka. Quand nous on avait besoin d'un médecin, parfois ça arrivait que 2-3 heures après, parce que simplement ils étaient aux soins auprès d'autres malades. C'est dommage. Dire aujourd'hui que c'est seulement la réanimation qui opère, qui abat un grand boulot et que les autres n'ont rien à se plaindre, je trouve quand même que c'est un foutage de gueule. Et c'est pas du tout reconnaissant de la part quand même de l'ANSS. Il faut juste dire une chose. Cette période, c'est pas pour longtemps. Nul ne souhaite que la période à coronavirus prenne du temps. On sait que ça va finir par finir, mais il serait important que ceux-là qui, durant cette période, qui s'adonnent dans le combat contre la Covid, il faut qu'à la fin, qu'ils ressentent au moins le fruit de leurs efforts. Il faut qu'ils se disent que j'ai abattu un boulot énorme. Antoine, il y a les chiffres qui parlent en leur faveur. La Guinée est à près de 2000 guéris. Justement. 2000 patients qui ont recouvré leur santé quand même. Il faut saluer cela parce qu'on est à 1950 cumul de guéris sur 3553. C'est un taux de plus de 50%. C'est quand même l'un des taux de guérison les plus élevés dans la sous-région. Ça aussi, il faut le noter. Et c'est à l'actif de ces agents qui sont aujourd'hui minimisés, on va le dire comme ça. Allez-y, Basseko. En fait, moi, j'ai un problème dans ce pays. Lorsqu'il s'agit de faire des mobilisations assez importantes pour des histoires de démagogie, le Guinée est très fort. Moi, je me rappelle que ça s'arrête pas. De la République qui a déclaré ici qu'ils ont pu mobiliser près de 20 milliards de francs guinéens pour la campagne. Pour la campagne. La campagne. Papa Koli, il était à votre place. Il nous disait même que ce jour, il nous disait qu'il avait un excédent budgétaire. Un excédent budgétaire. Alors, comment se fait-il que nous soyons en pleine période de crise sanitaire et que les soldats qui ont permis aujourd'hui à la Guinée d'obtenir un peu plus de près de 2000 guéris, que ces médecins aujourd'hui continuent de se plaindre pour leur prise en charge pour ce qui concerne comment on appelle le traitement salarial. La Guinée tutoie pratiquement la barre de 2000 guéris. Vous l'avez rappelé, c'est l'un des taux donc, de résilience les plus importants aujourd'hui de la sous-région. Sur 3500 cas confirmés, vous avez 1950 aujourd'hui qui ont recouvert leur santé. Ça, on doit ce chiffre-là vraiment aux personnels soignants. Professeur So et toute son équipe. Du côté du Donka. Qui sont là-bas, qui ne dorment pas, qui passent tout leur temps aujourd'hui à apporter le soin nécessaire aux malades à tout moment, qui traversent des périodes assez difficiles. Vous êtes la preuve vivante de travail qui est abattu par les gens là. Moi, je ne peux pas comprendre dans ce pays, quand il s'agit de la démagogie, j'insiste encore sur le mot, qu'on soit capable de mobiliser plus de 20 milliards de francs guinéens et que quand il s'agit de sauver des vies humaines, parce que ce qu'il faut éviter dans ce cas, si ces médecins décident aujourd'hui de débrayer même pour 1 heure, eh bien, les chiffres vraiment pourront varier. Je pense que le Premier ministre chef du gouvernement, le président de la République, le président de la République, ils doivent se saisir de cette question. De l'ANSS, s'ils sont conscients. Mais quel patron de l'ANSS quand même. S'ils sont conscients. Cette question, si elle doit trouver une réponse, ce sera avec le président et le Premier ministre qui prennent les responsabilités. Je pense que le Premier ministre qui a concocté, qui a mis en place ce plan de riposte contre la Covid-19, c'est important que le Premier ministre puisse se saisir du dossier, ses conseillers puissent examiner concrètement ce qui peut être fait. Ensuite, l'autre question que je voulais aborder, ils ont demandé par exemple
ces médecins de se trouver un local, un hôtel, là où ils peuvent rester pour éviter d'être en contact avec les gens. Quelqu'un qui finit de soigner un malade, qui est obligé de monter dans un taxi par exemple, qui doit venir à domicile, il y a des risques de contamination de sa famille et puis des personnes aussi qu'il pourrait rencontrer dans le véhicule. Donc moi je pense aujourd'hui que pour être véritablement engagé dans la lutte contre cette maladie, le personnel soignant, les préoccupations du personnel soignant doivent être prises en compte. On ne peut pas continuer parce que je me rappelle que ce document a été présenté par Tamba Zakari ici dans les grandes gueules il y a un peu plus de 2 semaines. Moi, je ne peux pas comprendre que jusque-là, qu'on continue à traîner les pas pour essayer d'examiner ce qui va être fait pour la prise en charge, pour les préoccupations qui ont été exposées par le personnel soignant. L'autre côté, moi je pense, il y a l'un des conseillers du Premier ministre qui a dit ici que le plan de riposte qui a été présenté est un plan de riposte qui est dynamique. Moi, je ne crois pas, parce que si le plan de riposte est dynamique, les préoccupations qui sont soulevées par les uns et les autres pour véritablement stopper la chaîne de contamination, pour encourager le personnel soignant à aller jusqu'au front, je pense que ces éléments-là doivent être pris en compte. Aujourd'hui, on a du mal à stopper. Ce plan de riposte n'est même pas statique parce qu'il n'est même pas exécuté. Vous avez suivi la réponse du ministère de la Santé à la primature quand on leur a demandé de faire un bilan d'étapes et de demander, en fait, de faire de nouvelles recommandations. Ils ont dit quoi? L'argent qu'on a demandé pour la première étape n'a pas été décaissé. Ce qu'on a reçu, c'est une obole. Donc, comment on peut demander, donnez-nous d'abord ce qui a été promis dans la première phase, et puis vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une des raisons. On est dans l'illusion en Guinée. Non, vous savez, une des raisons. Un pays de vendeurs d'illusions. Bon, une des raisons, alors je vais vous assure, franchement. Une des raisons du retard, du rapatriement des Guinéens de l'étranger. Vous savez que c'est lié à cela, à cette histoire d'hébergement dont parle Basekou, parce que le ministère des Affaires étrangères est en train de voir comment ramener des Guinéens. Ne serait-ce que du côté du Niger, il faudrait 2 vols charters avec l'OIM. Mais ces gens doivent être logés dans des hôtels. Il y a Onomo, par exemple, je crois qu'il y a 160 places et un autre hôtel. Donc, il n'y a pas suffisamment de places. Mais ces hôtels-là, parce que l'État ne peut pas se permettre, déjà, l'État doit suffisamment d'argent, plein d'hôtels. Ouais. C'est pas payé. Ouais. Ensuite, quand ils vont emmener les gens ou les loger, c'est dans les mêmes hôtels. Et puis, ce sera par vague. Et après 2 semaines, parce que les gens doivent être confinés pour 2 semaines. Ensuite, cette vague rentre à la maison, on envoie une autre vague. Donc il y a tout cela. Mais si déjà les médecins qui ne sont pas quand même légion ne peuvent pas être logés, ne serait-ce qu'à Palme, qui est à côté de. Mais au moins, ils ne demandent pas mieux qu'on mette à leur disposition un moyen de transport. Non, mais il y a pas moins de transport quand même. Qu'on mette un bus à leur disposition quand même pour aller les chercher à la maison. C'est pas de ramassage, c'est des personnes. C'est des personnes. Pour les ramener à la maison, Antoine. Non, je voulais juste préciser, puisque l'administration actuellement ne fonctionne pas trop comme ça, les bus qui sont au niveau des départements, puisque ces bus-là ne servent pas à grand-chose en ce moment, mais là, je pense qu'on peut réquisitionner ces bus pour faciliter le transport, le déplacement du personnel soignant. Ils disent que c'est pour transporter les malades. Vous avez été transporté par... Moi, je suis allé là-bas au volant de ma voiture. Quand même. Pour leur domicile. Et ensuite, Sakoba a annoncé qu'ils vont lancer Stop Covid-19, je crois qu'à partir du 1er juin. Eh bien, moi, j'attends ce qui va être fait. Parce que ce plan-là qu'on a créé, je ne sais pas comment on va procéder à cette histoire de micro-cerclage, de confinement. Parce que ça demande la distribution des denrées alimentaires aux familles. Je ne sais pas comment ça va être fait. Mais moi, dans mon entendement... À Mamou, à Télémélé, à Fria, à Bokeh, comme ça. Dans mon entendement, eh bien, je ne sais pas comment tout cela va être opérationnalisé. Mais le travail le plus important, c'est d'interdire complètement la sortie des gens à partir de Conakry. Parce que ce qui se passe, les villes de Dubreka, s'il te plaît, de Fria et de Kindia aujourd'hui, sont en train de devenir, comment on appelle, l'épicentre même. Est-ce que tu vois de la maladie? Voilà, d'autres épicentres, parce que la maladie est en train de se déplacer progressivement. Et de l'autre côté, de Dubreka et Koya, il faut signaler, les gens ont complètement abandonné les mesures hygiéniques et les gestes barrières. Quand on voit dans ces localités porter les bavettes, eh bien on ne porte plus de masques à Koya. Que l'autorité doit être ferme de ce côté. Les services qui sont de ce côté doivent prendre les dispositions pour que les citoyens respectent la distanciation sociale, le port des bavettes, mais aussi le lavage régulier des mains.
Bien, pour toi, Antoine. Pour le cas de Koya, il faut comprendre, après les événements récents, Koya estime que l'État n'a pas respecté sa population. Donc les populations à leur tour... C'est pas une raison quand même. C'est pour leur propre santé, Antoine. Ils veulent défier l'État. Bien. Il faut rappeler qu'à Koya, il n'y a pas d'autorité. Le Moro Naba n'est pas encore arrivé. Il a cédé le tablier, je crois que c'était avant-hier, à son successeur à Cancan, et il est en route pour prendre fonction à Koya. En attendant qu'il n'arrive, sa population dit qu'elle n'est pas prête à céder ou à se plier aux mesures initiées par l'État, notamment le port obligatoire des masques. À Koya aujourd'hui, on nous apprend que même il y a des citoyens, lorsqu'ils portent des masques, on le leur interdit, parce qu'on a envie, à travers cela, on a envie de montrer à l'État que son agissement de la fois dernière sur la population n'était pas juste. Il faut que l'État, à son tour, parce qu'il y a eu tout de même mort d'hommes, il faut qu'on nous situe par rapport à l'évolution des enquêtes. Il y a eu 5 morts et des personnes atteintes par balle. À ce jour, on n'est pas situé sur l'évolution des enquêtes et ça crée de la frustration. Bien, à Koya aujourd'hui, je le dis encore une fois, ce qui s'est passé, les gens ont du mal à digérer l'agissement des forces de l'ordre sur la population. Ça fait que souvent, ils se disent que c'est la seule façon pour eux de répondre à l'État. Il faut que l'État, à son tour, fasse en sorte de respecter ses engagements par rapport aux enquêtes ouvertes et qu'on nous dise clairement qui a agi ce jour-là et qu'on suspende les agents qui ont tiré à bout portant sur la population de Koya. Merci Antoine. Cette information, en tout cas ce message pour montrer, pour confirmer ce que vous disiez Antoine, cette différence de traitement entre ceux qui sont sous contrat avec Alima et d'autres agents. La base salariale du contrat avec Alima est de 5 440 000 francs guinéens, plus les primes. Donc on est autour de 6 millions de francs guinéens le mois. Des médecins, donc d'autres médecins qui demandent tout simplement à être traités au même pied d'égalité, donc dans le cadre du combat qu'ils mènent sur le terrain. Les GG continuent. Les GG. Être indépendant, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.